Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h, dont voici les principales articulations. Ismaël Condé, vice-maire de la commune de Matam, a comparu ce lundi devant le tribunal de première instance de Mafanko. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État. Le procureur requiert 7 ans d'emprisonnement contre ce transfuge du RPG Arc-en-Ciel et le paiement de 100 millions de francs guinéens. La grâce présidentielle accordée aux jeunes Grenade et à Madic Sans Frontières suscite des réactions au sein de l'opinion publique nationale. Les parlementaires se sont exprimés sur le sujet à suivre dans un court instant. Et enfin, dans le grand angle de la rédaction de ce soir, il sera question du paradoxe de la richesse minière de la Guinée, avec pour point d'ancrage Bokeh 40 milliards de tonnes de réserves bauxitiques, une dizaine de sociétés minières en exploitation. Pour quel impact sur le développement socio-économique de la région de Bokeh et de la Guinée? C'est là toute la question. Le développement, c'est dans un instant. 7 ans d'emprisonnement, 100 millions d'amendes, c'est la réquisition du procureur du tribunal de Mafanko contre Ismaël Condé. Ce transfuge du RPG Arc-en-Ciel est poursuivi pour outrage au chef de l'État à travers une publication au mois de septembre 2019. Le vice-maire de la commune de Matam, interrogé sur ces accusations, a préféré plaider coupable. L'affaire est donc renvoyée au 8 juin prochain. Ali Badra Kamara, Lamine Silla. Poursuivi pour outrage au président de la République, production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre public et injure par le biais d'un système informatique. Ismaël Condé a passé 9 mois en détention. Devant le tribunal de première instance de Mafanko, le vice-maire de la commune de Matam a reconnu les faits qui lui sont reprochés et regrette le contenu de sa publication, même s'il se sent abandonné par le parti au pouvoir pour lequel il a milité durant des années, dit-il. Écoutez, je n'ai rien dit dans cette publication. Je n'ai fait que retranscrire les propos du chef de l'État. Un président que j'ai servi d'ailleurs pendant plus de 20 ans, que mes parents ont servi, que ma chère mère a servi. Un président que j'ai tout abandonné en France. Mère, femme, enfant, travail, maison pour venir servir. Donc je me retrouve aussi aujourd'hui dans le camp des bannis parce que j'ai aimé ce président, parce que j'ai aimé ce parti que nous avons bâti ensemble. Ben oui, je suis fier de ce combat que le professeur Koné a mené. Je suis fier du combat que le RPG a mené. Et c'est un appel que je lance à tous les démocrates de rester encore sereins. On ne se bat pas pour un homme, on se bat pour un pays. On se bat pour une institution qui est la démocratie. Après 3 heures de débat, le ministère public a requis 7 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 100 millions de francs guinéens. Les avocats de la défense ne semblent pas être surpris par cette réquisition. Je pense que ce n'est pas étonnant. Tous les procureurs de Conakry se sont inscrits dans cette logique de requérir des peines maximales en ce qui concerne les détenus d'opinion, les détenus politiques. Ce n'est pas surprenant. Nous nous sommes employés, nous aussi, en tant qu'avocats, à démontrer que ces faits-là ne tiennent pas et que ces réquisitions ne valaient pas la peine d'être présentées. Mais encore une fois, avec la justice, surtout dans ce genre de dossier, rien ne nous étonne plus. Le dossier est mis en délibéré pour le 8 juillet 2021 et les avocats de la défense souhaitent bien que le président accorde à leurs clients sa grâce. Sur le même sujet, il n'a pas contre Ismaël Condé plaidé non coupable dans l'affaire d'escroquerie qui l'oppose à une petite et moyenne entreprise de la commune de Matam. Suivez l'avocat de la partie civile au micro d'Ali Badra Kamara et de Lamine Silla. La partie civile, nous sommes déjà à l'espoir parce que le procès a commencé. N'oublie pas que les pauvres mamans ont travaillé pendant 2 mois, 19 jours sans être payés, malgré la signature d'un contrat de M. le maire au nom de la commune de Matam et de son vice-maire. Mais malgré tout, les pauvres mamans sont là sans être payées et je regrette qu'on est en train d'attirer l'attention politique là-dessus. Ce ne sont que des pauvres citoyens qui ont ramassé des ordures au compte de la commune et qui n'ont pas été payés. Et la partie civile est là pour tendre la main à la justice afin que le tort soit réparé, c'est tout.
Voilà ce qu'il fallait savoir sur ce dossier. Les réactions vont par contre bon train dans le landerneau politique au lendemain de la grâce présidentielle accordée à Bakar Diallo, alias Grenade, et à Mamadi Kondé, communément appelé Madik Sans Frontières. Les députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition saluent le geste du président Alpha Condé. Ces élus du peuple sont tout de même revenus sur certains détails. Antoinette Dédé-Onivogui, Abdoulaye Kamara. Ils sont nombreux, les députés de la mouvance et de l'opposition, à réagir à la grâce présidentielle dont ont bénéficié Boubacar Diallo, alias Grenade, et Mamadi Kondé, Madik Sans Frontières. À cette occasion, le parti au pouvoir apprécie et encourage ce geste d'Alpha Condé et invite l'opposition à apprendre la belle leçon. C'est encore une façon pour le président de montrer sa volonté de père de la nation, mais aussi du rassembleur. Un homme qui a toujours privilégié le pardon et la concertation, tout en espérant un changement de comportement en vue d'adopter des attitudes républicaines pour la bonne marche de notre pays. La grâce présidentielle dépend bel et bien du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Sauf que le président du parti, ADC Bok, avoue que c'est une des conditions posées par l'opposition avant de prendre part au dialogue tant attendu. C'est l'appel lancé de notre convergence que le président est en train vraiment de réaliser. Parce qu'on a demandé qu'il accepte diligenter les étudiants des détenus, ceux qui seront graciés par le peuple et qui seront graciés. L'un, dans l'autre cas, l'honorable Sékou Gouressi Kondé pense que la libération des détenus ne devrait pas être une condition pour le dialogue. De même, il invite les acteurs politiques à saisir l'opportunité pour enrichir l'espoir d'entente et d'échange. On ne peut pas poser des conditions au dialogue, parce que c'est le dialogue qui est une condition. C'est-à-dire qu'on dit, je ne ferai ça qu'après une discussion, après un échange, après une rencontre, et après la prise en compte de mes arguments. Et c'est ça le dialogue. Donc, c'est le dialogue qui est une condition. On ne peut pas dire, je ne ferai le dialogue qu'à une condition, voyez-vous. Donc, il faut que le gouvernement règle ça. Il faut que les partis politiques comprennent ça. Il faut qu'ils intègrent que le cadre permanent est un espace de compréhension, d'échange, de vérification et d'évaluation, d'examen de toutes les questions liées à l'histoire de notre pays et à l'avenir de notre pays. Fonike Menge, Ousmane Gawal et tous les autres emprisonnés pour les mêmes causes bénéficieront-ils à leur tour d'une grâce présidentielle? Attendons de voir la suite des événements. Les conflits en période électorale en Guinée, la question préoccupe les autorités et les partenaires. Ce lundi, la deuxième session du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix en Guinée forestière a débuté. C'est la ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux accompagnée de son homologue de la jeunesse et de l'emploi jeune. Reportage, Djenem Bamba Koulibaly et la Jaloubar. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention des conflits et le renforcement de la citoyenneté adoptée le 26 avril 2019 par le gouvernement guinéen, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONG Search for Common Ground ont bénéficié d'un financement du Fonds de consolidation de la paix pour le projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies des acteurs de paix. Le représentant résident adjoint des programmes et opérations du PNUD a invité l'ensemble des participants à contribuer efficacement aux travaux du présent comité de pilotage. Il s'agit du comité de pilotage d'un projet important qui s'inscrit dans la dynamique de gouvernance et d'état de droit. Il s'agit concrètement de renforcer la prévention des conflits à travers les infrastructures sociales de paix à l'occasion d'échéances électorales, mais aussi d'échéances post-électorales. Pour nous, c'est important en tant qu'acteur de développement parce que vous savez, on ne peut rien construire sans une cohésion et une paix durable de manière à assurer l'inclusion de l'ensemble des fragments de la société. Sous le leadership du ministère de la Citoyenneté et de la Paix, la mise en œuvre de ce projet contribuera à la consolidation des infrastructures sociales de paix dans leur mission de prévention de conflits et de promotion de la cohésion sociale. Pour la réussite de cette opération, la ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale s'engage à soutenir et accompagner toute initiative allant dans le sens des dynamiques d'apaisement,
dans notre pays. Les jeunes et les femmes constituent des terreaux fertiles pour l'instrumentalisation de toutes sortes, pouvant saper à tout moment les fondements même de notre communauté de destin, donc de notre vivre ensemble. C'est le lieu pour moi de remercier, au nom du gouvernement, le programme du Fonds de consolidation de la paix pour son accompagnement constant de notre pays dans sa quête d'un climat apaisé, favorisant un développement inclusif et durable. Pour réduire les risques d'instrumentalisation des communautés et des jeunes, notamment par les acteurs politiques, la ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune invite les jeunes à la responsabilité. Ce que j'exhorte aux jeunes d'être des citoyens, d'être des acteurs de développement et surtout des vecteurs de paix, de ne pas accepter d'être instrumentalisés par les politiques. À noter que ce projet est parti des constats selon lesquels, en période électorale, on assiste à des violences qui affectent souvent les jeunes. Après 1 an et demi de mise en œuvre du projet Kimalakan dans un contexte de crise sanitaire que traverse la Guinée, ses membres se sont retrouvés donc ce lundi à Conakry dans un cadre d'échange et de mise en relation entre l'ensemble des parties prenantes. Ils en ont profité pour faire l'état des lieux sur le niveau d'avancement des projets financés par l'Union européenne. Marem Fodé Camara, Yacouba Traoré ont suivi la rencontre pour vous. Contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des populations locales et accroître la participation de la société civile dans la promotion effective des femmes et des jeunes comme agents de développement et de changement dans les bassins d'emploi, tel est l'objectif du projet Kimalakan. Alors le projet cible, on parle de potentiels migrants. Et donc dans potentiels migrants, on peut aussi considérer que les jeunes qui ont même une activité aujourd'hui peuvent à un moment donné prendre ce choix de partir à l'étranger, partir vers l'Eldorado. Donc nous, on considère aussi qu'en renforçant les capacités et les compétences des organisations de la société civile locale, on peut aussi amener un parcours d'insertion beaucoup plus adéquat. À travers les débats auxquels nous avons assisté, on est très surpris qu'il y ait un grand consortium qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des organisations de la société civile, qui s'inscrit dans le cadre de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Le projet Kimalakan vise 1200 jeunes et femmes potentiels candidats à la migration ou des migrants de retour. Le projet traite la tension entre la migration irrégulière et l'insertion des jeunes sur place. Donc, dans ce cadre, le projet commence par ouvrir la discussion au niveau territorial sur les questions d'insertion des jeunes. Les bénéficiaires comptent sensibiliser surtout les jeunes de leur localité, les amener à initier des projets afin qu'ils vivent mieux chez eux. Dès que je rentre, je dirai aux jeunes de faire le sérieux, qu'on se donne la main pour travailler. C'est mon choix. Kimalakan est un projet de renforcement de capacité des organisations de la société civile. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium d'ONG pour une durée de 48 mois. Si vous habitez le quartier Yimbaya, tannerie dans la commune de Matoto, vous avez certainement pu faire ce constat. Là-bas, la pluie du dimanche dernier a fait des victimes, des maisons détruites, des biens emportés, mais aussi plusieurs blessés enregistrés. Mamadou Seliouba, Amar Alexila ont fait le constat pour la rédaction. Sur ces images amateurs, cet homme tente de casser un mur pour sauver sa maison. Quelques mètres plus loin, la même manœuvre. C'est un jeune du quartier Yimbaya Tanene qui filme la scène à 2h du matin. Avertis par le bruit du courant, ils ont pu minimiser les dégâts. Mais d'autres n'ont rien vu venir et se sont réveillés avec des blessures. Les murs, fragilisés par les eaux de ruissellement, ont tombé sur eux. Au moins 6 blessés, dont des enfants. À 9h ce lundi, sur les lieux, on fait le compte. Je prépare le mariage de mon enfant. 3 grandes, elles sont là.
Ça a été rempli. Ça a été rempli. Deuxième de ça aussi était rempli. Mais les deux autres là, en forme de l'aluminium là, je ne vois pas ça. Tout est parti. L'eau, il a envahi tout. Au moins 4 bâtiments sont touchés. Du salon de celui-ci, voici ce qui reste. Une armoire, un ventilateur et un tapis plié par les eaux. Quelques mètres plus loin, dans un autre salon, on n'a rien pu sauver. Ici, tout ce que l'eau n'a pas pu emporter est presque hors usage. Nous, on a perdu beaucoup de choses ici. Les climatiseurs, les moquettes, les ventilateurs. De la tristesse et de la colère contre le commandant du camp Alfaya Diallo qui aurait fermé quelques sorties d'eau, transformant ainsi la clôture du camp en barrage qui malheureusement n'a pas pu résister à la pression du courant et qui a libéré donc toute la retenue d'eau sur les habitations. Les responsables du camp, on les a dit maintes fois. On les a dit maintes fois quand ils étaient venus pour boucher les trous. La seule raison pour eux, c'était de dire que les gens passent par les trous là pour avoir accès au camp. On les a dit. Nous ne sommes pas ingénieurs. Mais ce que nous constatons, nous sommes dans ces quartiers-là, ça fait très longtemps. Très très longtemps. Et quand il y a une forte pluie, ce sont ces trous-là qui sont, n'est-ce pas, les tuyaux d'évacuation. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont fait comme ils veulent. Les conséquences, plusieurs familles sans abri et plusieurs éventuelles victimes, car ici les passages d'eau sont tous pris en otage par des constructions anarchiques. Une situation déplorable. Le marché de Taouia dans la commune de Ratoman était en ébullition ce lundi. Les femmes vendeuses s'opposent à la vente du démarché. Leur mouvement de colère s'est heurté à la présence des forces de l'ordre. Bilan, 5 femmes interpellées, 2 autres blessées. Le maire se dit surpris par cette réaction des femmes. Issa Souman indique que le marché n'est pas à vendre. Alceni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Ce lundi matin, il n'y a pas eu de commerce au marché de Taouia. Boutiques et magasins, même des étalages, sont restés fermés toute la matinée. Les vendeuses et étalagistes sont en colère contre les autorités du marché et celles de la commune. Elles les accusent d'avoir vendu le marché. Un face-à-face tendu entre elles et les forces de l'ordre a duré quelques heures. Bilan, 5 femmes sont arrêtées et 2 autres blessées. Le problème est que les femmes sont sorties aujourd'hui par rapport à un fait. Ils ont entendu des rumeurs disant que le marché doit être vendu si bientôt. Donc, c'est dans ce fait qu'on s'est mobilisé dans ces jours-ci pour sortir aujourd'hui. Le maire de Ratoman déplore cette manifestation et parle d'une colère injustifiée. Le marché n'est pas vendu et n'est pas à vendre, c'est un bien de l'État. On peut améliorer les conditions de travail là-bas pour les femmes elles-mêmes. Mais le marché n'a jamais été vendu et ne sera pas vendable. C'est ici qu'elles vendent et nourrissent leurs familles. Vendredi dernier, une commission dépêchée par l'administrateur du marché, nous apprend-on, serait venue les recenser et réclamer une somme d'argent plus les titres fonciers. Sans douter de rien, elles auraient obtempéré tout de suite. Les administrateurs du marché, ils nous ont demandé 50 000 et 2 photos d'identité. Maintenant, on a payé ça. Mais pourquoi ? Qu'ils veulent bailler le marché. Maintenant, vers la fin, quand ils vont finir, que tu vas récupérer ta place là où tu étais. Des propos démentis par le maire. Le titre foncier, ce n'est pas eux, ce n'est pas elles qui trouvent le titre foncier. C'est un terrain qui appartient à l'État. Et si nous devons avoir le titre foncier, c'est la commune qui doit avoir le titre foncier. Ça, c'est pour nous permettre, demain, si on a des fonds, pour nous permettre de travailler de sorte que le marché soit viable. Donc on ne peut pas demander à 50 000 francs. D'abord, je ne suis pas informé de ça. Qui leur a demandé 50 000 francs? Et ce n'est pas possible que cela se passe comme ça. Ça, ce n'est pas normal. Aux dernières nouvelles, 3 des 5 femmes interpellées ont été libérées et la procédure de libération des 2 autres serait en cours. Les activités ont repris, mais timidement. 6 présumés coupeurs de route viennent de tomber dans les filets de la section de recherche de la gendarmerie de Conakry. Ils ont été interpellés avec des armes de guerre et des munitions. Ces 6 personnes seraient auteurs de plusieurs braquages, notamment sur la nationale numéro 1, Conakry-Mamou. Mamadou Kalisso, Lamine Silla pour le compte-rendu.
2 Kalachnikov, des munitions, des clés USB, des cartes mémoire, des torches et des imperméables avec 2 motos. Voilà entre autres pièces saisies sur ces présumés malfrats. C'est la section recherche de Conakry qui a réussi ces coups. Ces présumés bandits sont accusés de s'aimer la terreur sur la route nationale Koya-Mamou depuis plusieurs années, selon le porte-parole de la gendarmerie nationale. Parmi les 6, 4 ont été arrêtés à Kindia. Ce groupe que vous voyez est spécialiste en vol à main armée. Ils opèrent en utilisant simultanément une voiture et une moto. Ils peuvent opérer de jour comme de nuit. Ils utilisent les armes PMAK que vous voyez pour immobiliser les paisibles citoyens qui empruntent cette nationale numéro 1. Le sac contenant ces armes et munitions a été saisi dans les mains de cette fille. Interrogée, elle reconnaît les faits et précise que le sac appartiendrait à un ami de son cousin. Elle ajoute qu'elle ne savait pas que le sac contenait des armes. Des investigations donc effectuées par la section de recherche, il ressort qu'à part les 2 femmes, tout le reste du groupe a reconnu au moins avoir participé à 5 attaques à main armée le long de la nationale numéro 1 entre Conakry et Mamou. Il existe donc de ce fait plusieurs raisons plausibles de poursuivre les enquêtes à leur encontre pour vol à main armée, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre, mais aussi de complicité. Les autres présumés bandits, interrogés par les hommes des médias, se sont rejetés la responsabilité. D'autres membres du groupe seraient en cavale, selon les enquêteurs. En attendant, ceux-ci seront déférés devant le tribunal de première instance de Kindia. Ils répondront au chef d'accusation, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre, entre autres. Selon la section recherche de Conakry, des investigations sont en cours pour savoir où est-ce qu'ils se sont procurés ces armes de guerre, connaître le contenu des cartes mémoire et clés USB. À Kindia, les 12 personnes incarcérées récemment suite aux affrontements qui ont fait 1 mois à Fridiagbé viennent d'être libérées, sans aucune autre forme de procès, apprend-on. Un conflit qui couvre depuis des années avec pour point de discorde un domaine de 990 hectares. Explication. C'est ce ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Oyegilavogui, qui est parvenu à résoudre ce problème qui date de plusieurs décennies sans passer par la justice sur un... Voilà donc un petit souci technique avec cet élément. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition si les dieux de la technique sont avec nous. Les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont finalement entendus sur l'adoption de la nouvelle monnaie commune dénommée ECO. C'est ce qu'a fait savoir Jean-Claude Cassibrou, l'actuel président de la commission de l'organisation. Une monnaie commune, mais pour quel enjeu économique? Justin Leno et Ibrahima Souma ont rencontré un économiste. Elle s'appelle ECO, c'est cette monnaie qui va bientôt remplacer le franc CFA et d'autres monnaies utilisées par les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'annonce a été faite ce samedi par le président de la commission Jean-Claude Alussi d'un sommet samedi au Ghana. La feuille de route en vue du lancement d'une monnaie commune en 2027 est la décision des chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO. Ce qu'il faut noter, c'est que cette histoire de monnaie unique, ça date d'il y a longtemps. C'est depuis les années 81, 84 jusqu'à maintenant. Ça fait quand même son bon nombre de chemins. On s'était donné les années 2000 en 2000 comme date butoir, puis voilà, ça a traîné, jusqu'à c'est devenu la date qui avait été choisie, c'était 2020. Malheureusement, on n'a pas pu mettre en place la monnaie unique en 2020. À cet effet, des critères de convergence sont déjà retenus pour l'adoption de cette monnaie. Il s'agit entre autres d'une inflation de 10% pour un objectif de 5%, un déficit de 3%, une dette de 70% du PIB et des réserves de plus de 3 mois d'importation que les 15 États de la CEDEAO devront respecter. 2 qui sont très, très importants. Nos 3, vous avez le critère d'inflation qui ne doit pas dépasser normalement les 5%, qui est la cible de l'UEMOA, de la CEDEAO. Vous avez le taux d'endettement,
taux d'endettement qui ne doit pas dépasser les 70%. Dans le cas de la CEDEAO, de l'UEMOA, c'est 60%, donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Dans cette optique, ce sont les pays qui ont une bonne situation économique, comme le Nigeria, qui vont bénéficier, explique cet économiste. Parce que le Nigeria, c'est un gros marché. Donc c'est un pays aussi qui a une économie qui est de plus en plus industrialisée, de plus en plus diversifiée. Donc il pourrait facilement produire. Les autres pays comme la Guinée n'auront pas suffisamment d'atouts à ces sujets vu leur situation économique. Si on va dans la zone monétaire, on ne pourra plus utiliser la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire de la planche à billets comme on veut, quoi. En raison du choc, dit-il, de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021, a rappelé le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Revenons donc sur cet élément à Kindia. Les 12 personnes incarcérées récemment suite aux affrontements qui ont fait un mois à Frigagbe viennent d'être libérées sans aucune autre forme de procès. Un conflit couvre depuis des années avec pour point de discorde un domaine de 990 hectares. Explication. C'est ce ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts Oyeguilavogui, qui est parvenu à résoudre ce problème qui date de plusieurs décennies sans passer par la justice sur instruction du président de la République. Pour amener les deux parties en conflit à la compréhension, le chef du département de l'Environnement, des Eaux et Forêts a utilisé une stratégie très simple pour y arriver. Le lendemain de ma rencontre avec le chef de l'État, tout Frigagbe s'est mobilisé, les ressortissants, pour se transporter chez moi. Comme pour me dire, vous êtes les seuls à nous sortir de ce problème. Et c'est depuis ce jour que je me suis investi. Seule recommandation, vous acceptez, si je dois m'investir là-dedans, que ça ne soit pas un procès. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le chemin. Elles étaient au total 12 personnes qui ont été interpellées et conduites à la prison civile de Kindé en attendant l'ouverture de leur procès au tribunal de première instance. Mais contre toute attente et à la grande surprise de l'opinion nationale, elles ont récemment bénéficié d'une liberté provisoire suite au désistement des familles victimes. Après avoir obtenu ce acquis, le ministre a très vite donc procédé à la répartition du domaine. Les familles là-bas qui n'étaient pas investies dans ce problème, je les ai prévues dans la répartition. Alors la famille principale d'ailleurs qui s'était investie pour l'aménagement et qui se réclamait depuis plus de 60 ans étant propriétaire du domaine, et ça c'était évident, qui était en conflit avec la famille Souma. Et puisque Souma réclame 62, et bien quand j'ai fini de repartir, j'ai dit le reste revient à la famille Silla. Dans cette répartition, le patron du département de l'environnement, des eaux et forêts a aussi prévu une bonne partie du domaine pour la construction des infrastructures sociales. Puisqu'il y avait un plan cadastral, là-dedans, il fallait sortir donc les infrastructures sociales qui doivent être réalisées, donc le terrain, la mosquée, le marché, les routes, le commissariat, tout. J'ai tiré ce pourcentage-là et ça a été consensuel. Quand tout le monde s'est accordé sur la répartition qui est faite, j'ai fait signer donc par toutes les parties. Non seulement tu signes, mais tu apposes ton empreinte sur le papier. Après avoir reparti le domaine querellé, le ministre Oyeguilavogui s'est directement attaqué à la partie pénale. Puisqu'il y a eu mort d'homme, il fallait que la famille donc victime désiste. Donc j'avais besoin du papier de désistement de ces familles. Là où il y a eu mort d'homme. Heureusement, avec la grâce de Dieu et la sagesse, ces familles ont désisté. Et par écrit. Et aujourd'hui, ces mises en cause ont bénéficié d'une liberté provisoire grâce à l'implication de ce ministre d'État sur instruction du président de la République. Venons-en au groupe Sonoco qui, à travers sa filiale Nestlé Guinée, vient de mettre sur le marché guinéen la nouvelle gamme de produits Nescafé. Les sachets de 2 grammes sont désormais remplacés par ceux d'1,5 g. Le produit a été mis à la disposition des distributeurs et clients à travers une caravane de vente dans la commune de Kaloum. C'est un public reportage d'André Monsier-Milimono et de Mohamed Al-Hussein Kamara. Les clients de Nestlé Guinée, filiale du groupe Sonoco, peuvent se frotter les mains. L'entreprise vient de répondre à leurs requêtes. Désormais, ils peuvent acheter un sachet de Nescafé à 500 francs guinéens au lieu de 1000 francs. Contrairement à l'ancienne, la nouvelle gamme vient avec une quantité de 1,5 g le sachet. Par rapport à l'ancien format qu'on avait à 1000 francs, c'est une innovation
c'est vraiment répondre à leur inspiration qu'on a mis ce format à leur disposition. On profite aussi pour les rappeler les 3 bonnes raisons pour eux de consommer le Nescafé. La première raison, c'est que le café est 100% naturel. Deuxièmement, le café, il permet de mettre l'esprit en alerte. Et troisième bonne raison pour eux de consommer le Nescafé, c'est que son odeur, son goût sont extraordinairement bons. À travers une caravane organisée dans la commune de Kaloum, des équipes de vente ont été déployées pour mettre la nouvelle gamme à la disposition des populations. Gratuitement servis, les consommateurs ne manquent pas d'appréciation. Vraiment, je suis très content pour avoir à 500 francs de sachet. Maintenant, désormais, au lieu de un paquet, moi je vais acheter 2 paquets pour garder à la maison. Parce que c'est un café qui est très bon, qui donne la santé. Vraiment, c'est formidable. C'est très doux. Son saveur, ça donne vrai Nescafé. Nestlé Guinée quand même, bon, moi j'apprécie, malgré, bon, parfois il y a beaucoup de ruptures. Manque de stock, il n'y en aura plus. L'entreprise rassure. Qu'il n'y aura plus de rupture, le produit 1.5 sera partout, dans tous les quartiers, chez les étalagistes, dans les boutiques et dans les points de consommation. Même les pousseurs, vous avez dû voir, ils ont accès aux produits aujourd'hui. Après Kaloum, la campagne s'étendra sur d'autres communes, puis à l'intérieur du pays pour faire connaître cette nouvelle gamme accessible à tous. L'agence FBN Bank Kamsar est désormais opérationnelle. Elle a été inaugurée ce week-end par les responsables administratifs de cette entreprise bancaire. L'initiative consiste à étendre ses activités dans les différentes localités du pays. L'événement s'est déroulé à la déventure donc, de la dite banque. Salifou Lifosisi, Mamadou Pété Diallo pour le public reportage. Ce lancement d'inauguration de FBN Bank est une étape de leur ambition d'élargir progressivement et construire une empreinte plus diversifiée à travers la Guinée. Elle vise à développer un modèle d'affaires multilocal en élargissant la base géographique des revenus tout en offrant des services de qualité aux nouveaux clients et accorder des opportunités à des investisseurs locaux. Ceci est la preuve ultime que FBN Bank Guinée est en train de grandir. La même façon que nous continuons à grandir, c'est la même façon que nous continuons à nous étendre sur l'ensemble du territoire guinéen. C'est également la possibilité pour nous de nous rapprocher de vous et continuer à vous mettre en avant, comme le dit notre slogan. Cette agence sera également un moyen pour faciliter la transaction. Dans son allocution, le directeur général adjoint de la dite agence revient sur la genèse de cette institution. Sur notre logo, vous pouvez apercevoir FBN Bank. Fondé en 1894, le groupe First Bank du Nigeria est réputé pour son dynamisme et sa gestion, sa gouvernance d'entreprise aussi. Il est coté à la bourse du Nigeria avec plus de 1 300 000 actionnaires. Le groupe First Bank dessert plus de 7 millions de clients à travers un réseau de plus de 750 agences bancaires et un effectif de plus de 9000 employés. Le représentant du gouverneur de la région administrative de Boké lui exhorte l'entreprise à multiplier ses actions dans d'autres zones de la région. Je voudrais, au nom de monsieur le gouverneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour votre intégration au niveau de notre zone, de la région de Boké, que vous fassiez encore un effort au niveau des autres localités de notre région, plus particulièrement la préfecture de Gawal. À travers une étude minutieuse, nous pensons qu'après Kamsar, très probablement, la préfecture de Gawal sera la prochaine étape. Ému de cette infrastructure, ce citoyen pense que cet édifice est le fruit d'une parfaite collaboration entre la population et l'agence. Nous sommes très impressionnés, c'est que déjà la représentation d'une agence bancaire telle que la FBN à Kamsar est une fierté. L'infrastructure est très bien faite, donc nous sommes très fiers pour la communauté de Kamsar d'avoir aussi une agence de plus. Bienvenue à la FBN et que c'est la Kamsar qui gagne. La FBN Bank regroupe en son sein 8 agences en Guinée, dont 6 à Conakry, 2 à l'intérieur du pays, notamment Kankan et Kamsar.
Notre angle de ce soir, la Guinée, un pays riche en ressources minières aussi diverses que complexes, possède l'une des plus importantes réserves bauxitiques au monde, minerais qui entre notamment dans la production de l'aluminium, pas moins de 40 milliards de tonnes de réserves bauxitiques. La région de Boké en détient l'essentiel. Les populations de cette région profitent-elles de cette exploitation minière? La ville de Boké est-elle sur la voie du développement avec la présence d'une dizaine de sociétés minières? C'est notre angle de la rédaction signé Malik Sangiana Kamara. Après plusieurs kilomètres de parcours, nous voici sur l'un des sites d'exploitation minière. Cette carrière, exploitée par une société de la place, est vidée de sa richesse qui est la bauxite. L'endroit est désormais désertique. Des trous béants un peu partout, des arbres coupés, quelques plants qui ont été mis dans le sol par la société exploitatrice peinent à se développer par manque de suivi, aussi la pauvreté de la terre. Ici, la dégradation de l'environnement est visible à ciel ouvert. Vous voyez déjà l'environnement comment se dégrader. Maintenant, quand c'est fini, il fallait reboiser. Mais ça n'a pas vu le jour. C'est seulement un seul Chinois qui est venu une fois avec quelques manutentionnaires. Vous voyez comment ils ont fait leur reboisement. Ils disent que c'est déjà reboisé. Vous voyez un peu. Donc les images même peuvent parler. Sur la colline qui mène au village Kotobolia, non loin de l'ancienne carrière, des machines y sont déployées. L'environnement est menacé. La terre est décapée à la recherche de la bauxite. Les populations riveraines vivent entre peine et angoisse. Pour ces habitants, ils ne profitent pas de cette exploitation minière dans leur localité. Nous sommes à Kotobolia, un petit village d'une population estimée à 300 habitants. Ce doyen tient à nous montrer les réalités qu'ils vivent ici. Depuis l'implantation de cette société minière ici, c'est de la merde pour nous. C'est seulement de la souffrance. Pendant la saison sèche, c'est la poussière qui nous envahit. Le bruit des machines ne nous laisse pas dormir dans nos maisons. Des concasseurs, des peleuses sous ces sites troublent le sommeil de ces populations. À l'occasion des opérations de dynamitage à Printemps, des femmes enceintes pourraient même perdre leur grossesse. Autre impact, des habitations sont fissurées. Les animaux domestiques envahis par les bruits des machines. Donc depuis que la société ils ont commencé à travailler ici, nous on a vu beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Parce que depuis qu'ils ont venu ici, d'abord, premièrement, notre mouton, on a perdu nos moutons, nos ovins, les bovins, etc. Donc depuis qu'ils ont venu ici, vous avez vu la distance de là-bas ici. Ça n'atteint même pas 20 mètres. Le concasseur, s'il commence à travailler, on dirait que c'est l'avion qui l'atterrit. Donc nous, on est là, donc on est tellement souffert. À Batafon, une autre localité située à 5 km du centre-ville de Boké, les habitants manquent d'infrastructures. Derrière ces fleuves se trouve Madina Kebeya. La traversée s'est faite à pied ou par pirogue, même en pleine saison pluvieuse. Notre souffrance est qu'ici on est nombreux, mais il n'y a pas d'accès. Lorsque le fleuve se remplit, on est obligé de contourner pour arriver dans notre village. Nous avons une centaine d'élèves qui traversent ce fleuve tous les jours. Au centre urbain de Boké, malgré la floraison des sociétés minières, la ville est dans des besoins. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux infrastructures routières, bref, le développement n'est pas à l'ordre du jour. L'autorité communale
s'interroge elle-même sur la gouvernance minière, un secteur qui devrait relancer la région de Bokeh. Aujourd'hui, toutes nos zones sont décapées, dénudées, et il n'y a pas de reboisement à cet effet. Et de l'autre côté, aujourd'hui, vous avez vu l'impact des sociétés, vous avez vu l'état de nos routes. Aujourd'hui, toutes nos routes sont défoncées. Aujourd'hui, la misère ne fait que s'accumuler. On pense qu'aujourd'hui, que les mines à Bokeh, que c'est vraiment que c'est un fléau, c'est une condamnation de Dieu. Vraiment. Sinon, aujourd'hui, Bokeh ne mérite pas cet état de fait. Malheureusement, aujourd'hui, les mines sont en train de se développer sans qu'il n'y ait d'impact sur la vie de nos populations. Regardez le cas de Kamsa, de Koualaboui, de Sangarégui, les plus grandes agglomérations. Vous ne trouvez ni route bitumée, vous ne trouvez ni eau, absolument rien, ce qui est fait pour nos populations. Alors qu'aujourd'hui, près de 80% des revenus des mines, aujourd'hui, viennent de cette zone. Pendant ce temps, les entreprises minières évoluant dans la région travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des camions sont chargés de la terre rouge à partir des carrières, direction le port. Un autre moyen de transport, le tapis roulant, qui réduit d'ailleurs le nombre d'employés. En 2017, la jeunesse de Bokeh, prenant conscience de sa situation qui est caractérisée par le manque d'emploi, la précarité de la vie, a revendiqué ses droits. Ce mouvement de revendication a fait des morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellent suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.